Est-ce que Mars est la prochaine destination de l'humanité ? Non seulement c'est un voyage qui représente un défi technologique, on va en parler sur ce plateau aujourd'hui, mais il soulève aussi de nombreuses questions éthiques et politiques. Alors la planète rouge sera-t-elle vraiment au programme de ces prochaines décennies ? On pose la question à nos invités en plateau aujourd'hui. Richard Edman à ma gauche, vice-président et fondateur de l'association Planète Mars. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. C'est quoi l'association Planète Mars ? Alors c'est une association qui a pour but d'informer le public sur les perspectives martiennes et de faire du lobbying auprès des décideurs. C'est la section française d'une association internationale qui s'appelle la Mars Society. Qui est bien connue, en tout cas du grand public, la Mars Society aujourd'hui. Alors en face de vous, on a Sylvestre Maurice, docteur en astrophysique, astronome à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, l'IRAP à Toulouse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors vous avez mené le travail de recherche et de conception de l'œil de Persévérance. On vous a déjà reçu sur ce plateau à ce sujet, le rover américain qui est sur la planète Mars aujourd'hui. Avant lui, c'était Curiosity. Comment va Persévérance ? Il va bien, il va très bien. On l'accompagne depuis pratiquement 3 ans. Et on collecte nos petits échantillons, on va vous raconter ça. Et puis, on pilote aussi en même temps, depuis le CNES à Toulouse, on pilote aussi Curiosity, parce que lui aussi va bien. Oui. Parce que, c'est vrai qu'on en parle moins du coup. Oui, mais vous dites, ils sont sur Mars, mais en fait, ils y restent. Et ça va peut-être ça le défi, c'est le retour. Pour l'instant, des allées simples, les deux vont très bien. On les accompagne au quotidien, 3 ans pour l'un, 12 ans pratiquement, 11 ans et demi pour l'autre. Ça commence à durer. Oui, c'est une relation longue durée que vous avez signée quand même avec la technologie c'est nous qui martienne, vieillissons plus vite que les petits robots. J'ai l'impression. Alors, est-ce que vous avez tous les deux l'intime conviction qu'il faut aller sur la planète Mars ? Oui. Je n'emploierai pas le mot « il faut ». Je pense que des grandes entreprises humaines comme celle-là, elles sont poussées naturellement par l'évolution de la société, de la science, de la technologie. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut en rêver, le souhaiter, mais ce qui compte, c'est le moment où on est prêt sur les plans que je viens d'indiquer pour y aller. Donc, nous, évidemment, on dit, on pousse pour, mais il y a d'autres associations ou des écolos qui poussent contre. Les écolos seraient contre, alors on va revenir sur ce sujet, c'est important, l'aspect écologique. Donc, qui gagnera, Mars, entre guillemets, la décision. C'est aussi une question de celui qui arrive à tirer le plus fort la couverture vers lui, peut-être. Et vous, est-ce que vous avez l'intime conviction je crois que Richard a très très bien répondu. Non, il ne faut pas aller sur Mars. On peut y aller. On peut espérer y aller. Il va falloir rassembler beaucoup de choses. Vous l'avez dit en introduction, la technologie, mais aussi de la politique. Et qui va avec du financement, des questions d'éthique, des questions d'inspiration, de rêve. Et donc, non, il ne faut pas y aller. On peut décider de ne pas y aller, comme on aurait pu décider de ne pas aller sur la Lune. Ce n'était pas une nécessité. Alors après, quand un pays voyant que l'autre voulait y aller, chacun a argumenté ça. Donc la compétition, on peut en reparler, c'est important. Non, il ne faut pas aller sur Mars, mais on peut décider d'y aller. On peut décider d'y aller. Alors qui déciderait d'y aller ? Qui donnerait le coup d'envoi ? Est-ce que c'est cette histoire de politique ? La Lune, c'était la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. La Lune, aujourd'hui, c'est toujours cette compétition technologique entre les États-Unis et la Chine. Mars, ce sera quoi ? Là, vous avez bien résumé. Un des leviers de cette exploration, c'est cette compétition géopolitique, finalement, ou quasiment stratégique. Chaque pays voulant prouver à l'autre qu'il peut le faire. Et il ne faut pas négliger ça. C'est un vrai moteur. C'est un vrai moteur. La collaboration est aussi un moteur. Mais souvent, c'est un moteur qui est plus efficace pour rassembler les moyens, mais moins efficace pour maintenir un calendrier. Donc là, on voit bien qu'il y a des événements politiques. Et donc, vous demandez qui va décider ? Bien, c'est ce que disait Richard. C'est déjà, il faut être prêt. Et puis, c'est tout le monde. Parce qu'en fait, il faut bien le reconnaître, on ne va pas gagner d'argent dans cette histoire. Peut-être qu'il y a des industriels qui vont fabriquer des fusées, des véhicules, ils vont être payés. Heureusement, ils travaillent. Mais ce sont des décisions d'État. C'est-à-dire que c'est vos impôts, il faut être honnête. Et donc, on voit bien que c'est une décision tous ensemble. Quand Richard l'a dit, quand on se sentira mûr pour le faire, on réfléchira et on va y mettre beaucoup d'argent, énormément d'argent. On parle en centaines de milliards. Alors est-ce que c'est la priorité ? Vous l'avez dit dès le début. C'est pas sûr. Donc, on n'a pas de mécanisme
concret pour décider, mais on a quand même des leaders. On voit bien que les États-Unis sont devenus très forts, les Chinois sont devenus très forts, enfin les États-Unis ont toujours été forts, les Chinois sont devenus très forts. Nous, les Européens, on essaie de se placer un peu où on peut, on est bon, mais... Et puis on a les Indiens, les Japonais, et puis les Russes, qui ont un peu de mal à jouer leur carte en ce moment. Mais ces 6 grandes nations spatiales vont jouer de compétition, de collaboration, on va regarder l'argent qu'on a, la technologie qu'on a, et puis on va regarder les peuples en essayant de savoir est-ce que vous le voulez ou pas. Et par exemple, mais ça se pose tous les jours. Est-ce qu'il faut envoyer Thomas Pesquet dans l'espace ? Non, il ne faut pas. On l'a fait et on a vu l'aura. Le garçon est extraordinaire. Il étire toute la population avec lui. On l'a fait, on a gagné. Mais un jour, quelqu'un a pris la décision. C'est pas facile de décider. Comment on convainc de décider, de dépenser des centaines de milliards ? Est-ce que c'est des questions auxquelles vous tentez de répondre avec l'association Planète Mars ? Oui, bien sûr. On a essayé de synthétiser les arguments de façon rationnelle. On a identifié en fait 4 grandes classes d'arguments. Il y a le progrès scientifique, bien entendu. Il y a les conséquences sur l'économie, parce que pour évoluer dans des conditions si difficiles, il faut développer des technologies qui ensuite pourront avoir des retours, des spin-offs, des retours sur le sur ruissellement Terre. technologique. Oui. Par exemple, dans tout ce qui concerne le recyclage de l'eau ou de l'air, on imagine bien des applications que ça peut avoir. Le 3e niveau, c'est ce qu'on abordait à l'instant, c'est la géostratégie. Géostratégie, pour moi, toutes les grandes puissances doivent être dans l'espace, un peu à l'image de la dissuasion nucléaire il y a 50 ans. Spatiale, la dissuasion spatiale vient à l'ordre du jour. Et enfin, le dernier point, qui, de notre point de vue, est sans doute le plus important, c'est les aspects sociétaux, en particulier la motivation des jeunes pour les métiers techniques. Les métiers techniques sont désertés par la jeunesse. Or, sans ingénieurs, sans techniciens, pas d'innovation, et on finit en club de vacances ou parc Disney vis-à-vis des Chinois. Est-ce que ces arguments, ça suffit ? Est-ce que ça touche Parce que moi, je parlais d'intime conviction, c'était ma première question. Est-ce que c'est pas là que ça se joue, finalement ? Oui, alors, c'est vrai que c'est pas facile. Pour mettre des chiffres, on va parler en centaines de milliards, mais c'est tellement gros que ça représente plus grand-chose. On a une guerre en Ukraine qui est absolument terrible, et en un an, la guerre en Ukraine a fait perdre plus de 1000 milliards à l'économie mondiale. Donc finalement, on aurait pu se la payer dans notre mission martienne. Mais c'est pas parce que eux n'ont pas leurs milliards ou ils les dépensent pas que nous on les aura. En plus, le monde n'est pas si simple. Non, bien sûr. Donc vous avez raison, c'est pas facile de choisir, de décider. Alors là, je pense qu'on parle de vol, on n'a pas bien précisé, habité. Alors ça, c'est la question. Là, on n'est plus du tout dans la même gamme si on passe dans les vols robotiques. Évidemment, que vous connaissez bien. Que je connais bien et qu'on sait faire. Alors, l'unité compte est assez chère, mais on a fait plus d'une 50aine de missions robotiques sur Mars, qui ont là, pour le coup, et tout été... Alors, il y a toujours eu de la géopolitique, mais il y a de la science. La science était le moteur. Alors que la mission... habité, et Richard l'a très bien dit, la science sera un des ressorts, mais ce sera pas, il y aura l'inspiration, il y aura tous les autres ressorts dont on a parlé. Les missions robotiques sont porteuses de science. Les Américains l'ont très bien fait, les Européens l'ont fait en orbite. On a eu des orbiteurs en ce moment, Mars Express par exemple, ou TGO, et puis les Indiens ont un véhicule autour de Mars qui fonctionnait jusqu'à quelques années. Les Chinois, on les avait arrivés de nulle part. Ils ont fait en une seule mission un orbiteur, un lander et un rover. D'ailleurs, nous, on a travaillé sur le rover, c'était passionnant. Les Européens, on est en train de préparer notre rover. Les Japonais préparent un retour d'échantillons de Phobos. Phobos, c'est une des petites lunes de Mars. Donc, évidemment, et Richard l'a dit, toutes les grandes nations spatiales se veulent d'être sur Mars. On est à l'époque des robots, c'est quand même un peu plus simple. C'est plus simple, mais alors est-ce que c'est la première étape ? Est-ce que les robots...
Est-ce que c'est nécessaire pour justifier leur existence? Est-ce que c'est vraiment pour préparer le terrain ou est-ce que étudier de façon robotique, ça peut suffire? Non, ils se suffisent à eux-mêmes. Et les robots font de la science. Et on a eu des robots, vous savez, sur la Lune, on l'oublie trop souvent, mais il y a eu des programmes qui s'appelaient Surveyor, qui s'appelaient Ranger, qui s'appelaient Luna, qui ont précédé les vols habités. Et donc, les robots font leur science tout seuls, on peut continuer. Et puis, oui ou non, ça dépendra, ils précèdent l'arrivée des humains. La seule chose des robots, c'est qu'on les aime beaucoup, on passe beaucoup de temps à les développer, nous on les chouchoute, on les accompagne. C'est presque 20 ans de travail. Hein. Oui, mais on les aime pas tant qu'à les ramener. Oui. Et donc, en fait, nos robots, on est des pères et mères ou des parents indignes, on les abandonne sur place. Et en cela, ça va compliquer les vols habités. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on envoie un robot, les 50 et quelques qu'on a fait autour de Mars, sur Mars, aucun n'est jamais revenu. Oui. Et d'ailleurs, on travaille en ce moment au retour du premier. Ça s'appelle le retour d'échantillons, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas le robot. Le robot, c'est un truc de fer. C'est la roche de Mars qu'il contient pour l'étudier dans nos laboratoires. Et ça, ce sera révolutionnaire. Ce sera peut-être l'étape qui nous fera dire oui, on peut le faire. Parce qu'à ce moment-là, pour le retour d'échantillons, il y aura donc un décollage depuis la planète Mars, ce qui ne s'est jamais fait, évidemment. Et ce sera décisif de se dire si c'est possible de le faire là, c'est peut-être possible de le faire avec des humains à l'intérieur. C'est un degré de complexité incroyable. Là, on va parler de rapporter 300 grammes. Alors, 300 grammes, ça s'étale sur 10 ans. On a demandé à Persévérance de collecter des échantillons et c'est notre métier au quotidien. On prend des petits trucs, on dit, si avec le laser, en particulier Supercam, on dit celui-là il est intéressant, on le prend, on le met dans une petite boîte et puis on le met de côté. Et très bientôt, à la fin de la décennie, un autre véhicule va venir, va se poser à côté de nous, pas trop loin. On ira lui donner les échantillons vont décoller. Et ça ressemble plus à un missile qu'une fusée d'ailleurs. Oui. Une sorte de missile qui décolle à 2 étages, qui se met en rotation pour à peu près tirer droit, qui met une boule comme ça qui tourne autour de Mars, dans lequel il y a nos 300 grammes d'échantillons, il y a 30 échantillons de 10 grammes, et puis la boule tourne autour de Mars. Et là, on envoie un autre véhicule et il est prêt, il est en construction. C'est d'ailleurs les Français de Toulouse qui le font, chez Airbus, qui est en train de faire le véhicule qu'on appelle Aero, Earth Return Orbiter. Il arrive, il repère la petite boule, il attrape la boule, il la met, alors ça c'est un problème très compliqué, il va la confiner, pour être sûr qu'il n'y ait pas des bestioles un peu bizarres dedans, et repartir de la Terre, se poser sur une capsule qui descend et qui finalement s'écrase même sur Terre. On va contrôler la façon dont ça s'écrase. Et en 2033, disons d'ici 10 ans, on aura 300 grammes d'échantillons. Et voyez les efforts technologiques, financiers, et derrière humain, parce qu'il faut quand même pas mal de monde, il faut des ingénieurs comme disait Richard pour construire tout ça, pour apporter 300 grammes. Il y a la notion de temps aussi quand même, et ça c'est pas négligeable pour embarquer un public. Vous avez donné un ordre d'idée, ça n'arrivera pas avant 10 ans, c'est déjà parti il y a 3 ans, ça fait 20 ans qu'on travaille dessus. Est-ce qu'on aura le temps d'attendre, d'être convaincu pour partir sur Mars ? Le temps n'est pas un obstacle vis-à-vis de la motivation ou la mobilisation des opinions sur ce genre d'aventure. Parce qu'au cours de ces périodes de développement, il y a toujours des événements remarquables. Le premier tir d'une fusée, le premier... Oui, mais puisque c'est aussi une question de politique, et ça bouge énormément, la politique, bien plus rapidement que les progrès technologiques. Ça, c'est un problème qu'ont vécu spécialement les Américains, parce que les budgets sont annuels. C'est-à-dire, à chaque réélection, ils avaient la possibilité de tout arrêter, de tout réorienter. Ça leur joue de vilain tour au point de vue de leur efficacité. Je voudrais revenir sur les robots et l'exploration habitée. Il n'y a pas contradiction. D'abord, il y a un phasage dans le temps, on vient de le voir, mais il y a aussi le fait que pour préparer les missions habitées, on pense maintenant de plus en plus à faire préparer le terrain par des robots. Des robots construire une base. Construire un générateur d'électricité, une usine de production d'eau, etc. Donc les robots joueront un rôle essentiel pour la phase habitée. Et alors, est-ce qu'on parle d'exploration humaine ou de colonisation ? On n'a peut-être pas forcément la même opinion. Alors,
qu'est-ce que ça va être l'exploration de Mars? On reparlera de la Lune après parce qu'on voilà, on a un petit détour à faire en chemin. Mais pour la Lune, pour Mars, alors qu'est-ce que c'est qu'habiter sur Mars? Vous prenez, prenons toujours notre Thomas Pesquet. Il est dans sa station spatiale, dans l'ISS, et intellectuellement, vous posez l'ISS sur Mars. Vous arrivez à le faire dans votre tête, et vous dites ça y est. On est sur Mars. Et c'est pas tellement différent. C'est-à-dire que Mars est très peu propice. Voilà. Oui. Il a besoin d'un scaphandre pour sortir. Il ne pourra pas respirer. Il a besoin d'être en autonomie. Bon, sauf que la station spatiale, on lui veut une orange tous les 2-3 mois. Oui. Là, il va falloir qu'il la produise toute seule. Oui. Donc, en fait, on voit bien que c'est pas de la vie. C'est de la survie. Dans l'espace, alors l'homme, c'est terrible, hein, mais l'homme, il est enfant de la Terre. Et je pourrais même vous prouver que je pense que c'est son avenir, la Terre. Et donc, en ce sens-là, on ne va pas coloniser Mars, on va découvrir Mars. Et je pense que ça, c'est un fait. Et puis, en plus, c'est aussi une intention. Vous allez voir, parce que je ne voudrais pas qu'on se trompe de message. Dans les années 70, 80, on lisait des journaux, à l'époque, ils s'appelaient Paris Match, et en disant en l'an 2000, on habitera sur la Lune. En l'an 2000, on n'habite pas sur la Lune, on s'en est rendu compte. On dira, on va coloniser Mars. Et non. Pourquoi? Parce qu'on a exploré ces planètes et on a fait une découverte absolument extraordinaire. Et moi, je pense, depuis 25 ans, à balader partout dans le système solaire, c'est que l'avenir de l'homme, c'est la Terre. Et c'est pour ça que la notion de Terre 2.0, de colonie me fait peur, parce qu'elle nous détourne de l'objectif. Et tous les planétologues sont d'accord. La grande découverte du système solaire, c'est la Terre. La Terre est unique, elle est fragile, elle est notre vaisseau, et c'est notre avenir. Et en cela, non, on n'ira pas coloniser la Mars pour y échapper à la Terre. Il faut réparer la Terre, mais ça n'exclut pas, pour des raisons scientifiques, politiques, etc., d'explorer Mars. Je veux bien avoir votre avis là-dessus, en une minute, Richard Heinemann, ou deux. Je suis en gros du même avis, mais de façon moins radicale. C'est-à-dire que je pense, comme il vient d'être dit, qu'on peut faire les deux. C'est une question d'équilibre bien pensé, d'équilibre politique. Évidemment, il faut consacrer les moyens nécessaires à la survie et au maintien des conditions sur la Terre, mais ça n'empêche pas d'avoir une part de notre activité destinée à explorer le futur. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer et les technologies vont évoluer. On connaîtra de mieux en mieux les phénomènes biologiques. La vie de l'homme va évoluer, les conditions climatiques vont évoluer. Ça, c'est sûr. Donc, elles vont évoluer sur la Terre, en tout cas, elles vont énormément évoluer. Donc, vous ne tireriez pas une croix sur Mars si facilement? Non, il faut rester alerte, ouvert et investir, surtout s'il y a des gens qui sont volontaires pour le faire. Merci beaucoup, Richard Heinemann. Merci à vous, Sylvestre Maurice, d'avoir pris le temps de venir échanger sur ce sujet. Alors, intarissable, hein, en réalité, on aurait pu encore débattre un moment. On le refera sur ce plateau. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission passionnante. À la production, Lily Zalkin. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.